Et bienvenue dans l'épisode 28. Le 28 qui est, je vais dire, l'antichambre de la stratégie pour le robot. Voilà, donc ici, on va terminer tout ce qu'on a vu déjà dans la dernière fois pour la classe donnée. On va aller jusqu'au bout, je vais vraiment vous donner le maximum d'informations, on va coder ensemble encore une fois. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires. On se revoit à la fin de la vidéo. Là, je vais vraiment faire court pour l'intro, hein, pour une fois. N'empêche que si vous tenez le coup, là, au bout de cette vidéo, la suivante, oui, je sais, c'est le 29. Mais le 29, on va attaquer la stratégie. Hein. Et la stratégie qui sera en 29 et la 30 derrière. Donc en fait, aïe, j'ai enfin le but ultime. Le dernier épisode sera le 30. Et dans le 30, on aura un robot qui fonctionne. Allez, j'arrête de blablater. On se voit à la fin de la vidéo. Pour l'instant, directement au code. Alors maintenant, il y a une autre fonction, je remonte dans le prototypage pour vous la montrer, vous allez voir, le fameux coupure des positions. À quoi sert cette fonction? Alors, pour couper les positions d'un robot, un robot, lui, va gérer avec un numéro, le magic number, quand on va créer une position. On va créer une position, on va donner un numéro qui va nous permettre de le retrouver facilement. On pourrait avoir un numéro unique du robot. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Ce numéro, il est unique pour le robot, mais on peut avoir plusieurs stratégies. Et on pourrait avoir une stratégie sur laquelle on veut fermer les positions de cette stratégie. Par contre, pas les autres. Par exemple, si vous avez une stratégie qui est en day trading, une autre en swing et une en scalping, si vous arrivez à un niveau d'horaire où vous voulez fermer toutes vos positions en day trading, mais laissez les swings ouvertes, hein, ça n'a pas de sens, et puis même les scalping, vous faites un peu de bidouille, donc vous avez trois stratégies avec trois configurations différentes. Vous voudrez couper les positions uniquement de la stratégie qui vous intéresse. C'est pour ça que je n'ai pas prévu une coupure de position par rapport à un magic number. J'aurais pu le faire, c'était pareil. Mais je le fais vraiment par rapport aux données. C'est les données de la stratégie, et je vais fermer les positions de cette stratégie uniquement. Et comment savoir quelles sont les positions à fermer? C'est très simple. Si dans les données, vous avez un bloc de données dans lequel vous avez un numéro de détection et un numéro de ticket, ça veut dire que la détection est valide, elle a été ouverte, et que le ticket est toujours valide. Ça veut dire que c'est ce ticket qu'il faut fermer. Donc on va refaire une fois le scan de tout le tableau, et dès qu'on va avoir un numéro de détection qui ne sera pas nul, ça veut dire que cette détection, cette position, quelque part, est ouverte. Et on aura un numéro de ticket. Et ce numéro de ticket, on va l'utiliser pour clôturer en appelant la classe courtier. Donc je descends tout en bas, juste après le getData, et on va créer donc cette fonction coupure des positions. Donc là, c'est simple, hein, analyse toutes les détections et ferme les tickets ouverts, tout simplement. Là, j'ai aucun paramètre, en entrée, il n'y a aucun intérêt, et en sortie, qu'il ferme ou pas les tickets, alors on aurait pu faire un compteur pour dire combien de tickets étaient fermés, pourquoi pas. On peut faire plein de choses, après on peut ajouter, on peut étoffer. Là, j'ai voulu faire simple. Et ici, je ne vais pas vous surprendre, on va encore une fois scanner l'ensemble du tableau. Donc je vais tout scanner, et si je trouve un ticket qui est différent de 0, ça veut dire que je peux le fermer. Alors avant ça, je vais vous montrer dans les dépendances de Darwin, on a courtier. Et dans courtier, alors je vais fermer ça, dans courtier, on a une fonction qui s'appelle ferme position, dans lequel on rentre carrément la donnée globale de la stratégie. Et bien c'est cette fonction qu'on va utiliser. Donc dans données, ce que je fais, je cherche ici si le ticket est différent de 0, et si c'est différent de 0, j'appelle ferme position avec l'ensemble des données de la détection. Et après, c'est la fonction courtier qui se démerde. Voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà, donc ça c'était très très simple. Et il nous reste une dernière petite fonction à faire qui est très intéressante. On remonte. C'est tout simplement le nettoyage des détections. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a le robot qui tourne, il cherche, il analyse différentes stratégies, il trouve des détections, ou des opportunités plutôt, et du coup, quand il a une opportunité qui lui semble valide, il va ouvrir une détection. Et après, il y a tout le process du courtier qui va tenter d'ouvrir une position, avec différents contrôles évidemment, money management et autres,
pour ouvrir la position et pour la lier à ce groupe de données. Mais si jamais ça se passe mal, si les limites du money management vous empêchent de le faire, si vous avez des configurations qui vous empêchent de le faire, si le courtier refuse d'ouvrir la position, pour X raisons, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une espèce de donnée orpheline, puisque la détection a été créée, mais il n'y a pas le ticket. Et en fait, régulièrement, on va scanner tout le tableau, et si dans ce tableau, je vois un numéro de détection qui n'a pas de ticket, je l'efface. Ça va nous permettre d'avoir toujours un tableau propre, et c'est très important. Donc, nettoie détection, on va le mettre à la fin, juste après coupure des positions. Voilà. Alors, vous allez voir encore une fois, on va tout simplement encore une fois scanner tout le tableau, c'est toujours pareil. Donc là, vous connaissez un peu le principe, je vous mets en haut. Donc, notre indice en variable locale, notre boucle sur tout le tableau, et notre test qui dit si j'ai un numéro de détection qui est supérieur à 0, et que le ticket est égal à 0, à ce moment-là, j'efface tout simplement l'ensemble d'informations de ce groupe de données. Voilà qui est fini. Et en fait, non, c'est pas fini. Parce que là, on a un truc particulier. Là, tout ce que je vous fais là, c'est une vision du robot. Le robot, c'est lui qui fait la recherche d'opportunités, c'est lui qui crée la donnée, donc la détection, c'est lui qui l'envoie pour ouvrir donc une position, c'est lui qui gère si la position s'est mal ouverte pour effacer. Maintenant, imaginons quelque chose. Vous avez ouvert la position. La position, elle tourne. Elle arrive sur un take profit ou sur un stop loss. Que fait le courtier? Que fait la position? En fait, elle est tuée, elle est fermée. Ça veut dire que vous avez un numéro de détection dans votre code qui contient un numéro de ticket. Ça, c'est très bien, c'est homogène, sauf qu'il n'y a plus de tickets sur le marché. Et oui. Donc vous allez avoir un groupe de données qui va être orphelin parce que le ticket n'existe pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Si jamais on a donc un numéro de détection et surtout un numéro de ticket, si on a un numéro de ticket, c'est surtout celui qui est important, on va devoir vérifier est-ce que ce ticket existe toujours sur le marché. Parce que s'il n'existe plus, ça veut dire qu'il vient d'être clôturé. Donc là, il va falloir que le robot fasse deux choses. D'une part, qu'il nous informe des résultats. Ce ticket, est-ce qu'il est en gain ou est-ce qu'il est en perte? Il va falloir aussi qu'on efface le groupe de données qui lui est associé, parce que ce groupe, il ne nous sert plus à rien. Donc, après avoir travaillé sur le cas où il y a une détection qui n'a pas de ticket, on va regarder si le ticket est encore en vie. Donc, si jamais le ticket est différent de 0, ça veut dire qu'on a créé quelque chose, il existe, en tout cas, il a existé à un moment donné. Là, on va utiliser une fonction qu'on a créée dans la classe Money Management. Dans Money Management, on a quelque chose qui s'appelait ticket est en cours. Et le ticket est en cours, je vous le montre. Voilà, ticket est en cours, il est là. On cherche un ticket et on indique s'il est en cours ou pas. C'est un booléen tout simplement. Là, c'était un peu compliqué parce qu'on a dû chercher de ça dans la partie MT4 et MT5 avec des fonctions différentes. Donc, et on rentre le numéro du ticket. C'est très très bien, c'est ce qu'il nous faut. Donc ici, on va appeler la fonction, on va lui passer en paramètre le numéro du ticket, et on va dire si c'est différent, ça veut dire que si c'est faux, ça veut dire que si le ticket n'existe pas, s'il n'est pas en cours, à ce moment-là, on a deux choses à faire. On va appeler dans la fonction monnaie une fonction qui s'appelle résultat ticket fermé, c'est-à-dire que lui, avec le nom de la stratégie que l'on connaît et la détection globale, on va regarder le résultat du ticket fermé. Pour ça, on retourne dans monnaie, je vous le montre. Donc on a cette fonction dans laquelle on lui passe le nom de la stratégie, comme par hasard. C'est bien, c'est nous qui l'avons dans notre classe données, donc c'est très très bien. Et on lui passe l'ensemble des données du groupe de données. Alors pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, dedans, on utilise ici le numéro du ticket. On n'aurait pu lui passer que le numéro du ticket, sauf que quand on récupère le résultat de ce ticket qui a été fermé, on lui sort donc le nom de la stratégie, qui est en paramètre, et on lui sort surtout le numéro de la détection. Car les groupes de données, en fait, à chaque fois qu'on parle de cette détection, de cette stratégie, on parle d'un numéro qui est unique, et c'est le numéro de la détection. C'est pour ça que j'ai passé l'intégralité de la structure de données. Dans les données, ce que l'on fait, c'est qu'ici, on va afficher le résultat du ticket qui vient d'être fermé. Et puisque on a récupéré l'information du ticket et que ce ticket est fermé, on n'a plus besoin du groupe de données, donc on n'a plus qu'à faire de l'effacement. On va effacer intégralement tout le groupe. Voilà.
Voilà. Avec ça, ce qui est très très bien, c'est que vous avez la gestion de ce que le robot gère, c'est la première partie ici, et vous avez la gestion de ce que le marché peut traiter derrière. Vous avez un ensemble vraiment cohérent de la gestion du groupe de données, de tout l'ensemble de votre stratégie. Bon, alors maintenant qu'on a fait tout ça, vous vous dites on pourrait compiler. Alors si je fais compile, ça va pas marcher. Voilà, ça va pas marcher du tout, 73 erreurs, bon blablabla, on s'en fout. Pourquoi on peut pas le compiler? Parce que je ne l'ai pas intégré dans Darwin. Et je ne le ferai pas. Et non, parce que les données, cette classe de données, elle va être accrochée à une stratégie. On va avoir une classe stratégie qu'on va créer dans les prochains épisodes. Et c'est cette classe stratégie qui va embarquer la classe de données. Les données sont accrochées à une stratégie. Alors malgré tout, on va quand même se faire un truc sympa. On retourne quand même. Hop, j'ouvre ça. On retourne dans Darwin. Ça, c'est juste pour tester, hein. Ici, on va ajouter l'include sur les données, tout simplement. On va pas créer de classe, on s'en fout. C'est juste pour que Darwin l'embarque. Et du coup, puisqu'il est embarqué par l'include, il va le compiler. Et comme ça, on verra si on a fait des fautes. Donc, je compile. Et je vois que contrôle non fichier n'existe pas. Bon, je vous l'ai pas fait. J'ai oublié de vous le faire, le contrôle non fichier. Ah bah parce qu'effectivement, il n'est pas là. Il y a non folder, mais il n'y a pas non fichier. Bah vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein. Vous cherchez ici contrôle non folder. Vous faites CTRL F et vous cherchez. Vous tombez pile sur la fonction contrôle non folder. Alors ici, contrôle non folder, c'est bien, alors, rien que dans le nom, folder ça veut dire répertoire. Donc c'est bien le contrôle du nom du répertoire. Et là, on peut potentiellement contrôler avec un backslash à la fin ou pas de backslash. Et ben, vous allez voir que le contrôle non fichier, c'est difficile. Parce que c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, c'est qu'en fait, c'est le contrôle non folder sans le backslash. Tout simplement. Donc, on va à la fin de cette fonction et on va créer la fonction contrôle non fichier qui contient donc l'appel tout simplement à contrôle non folder avec le nom passé ici en paramètre. Il n'y a pas ici d'autres paramètres puisque si on remonte dans la fonction ici, par défaut, on n'a pas de vérification du backslash. Et c'est les mêmes règles, hein. Donc voilà. Il faut savoir que sur Windows, un nom de répertoire, c'est un nom de fichier. Sauf qu'il est construit de façon différente pour accrocher sur ce fichier des fichiers comme un répertoire. Mais sinon, les règles de nommage sont exactement les mêmes. Vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce que le nom, le contrôle nom fichier, c'est bien pour contrôler un nom de fichier. Quand on lit le code, on ne se pose pas de questions. Si j'avais fait contrôle nom folder avec faux ici ou rien, alors que je contrôle un nom de fichier, les années qui suivent, en fait, les mois qui suivent, on peut oublier ce qu'on a fait, si on code sur beaucoup de choses, et on peut oublier qu'on a fait un contrôle non folder qui contient aussi bien pour les répertoires que pour les fichiers. Alors on aurait pu le renommer, tout ça. Du coup, moi, pour avoir un truc qui soit cohérent dans ma lecture du code, voilà, j'ai créé deux fonctions, un pour le nom du répertoire et un pour le nom du fichier. C'est tout ça pour ça. Bref, là on peut compiler maintenant et ça fonctionne. Par contre, dans Darwin, quand vous avez fait ça, hein, que vous êtes sûr que ça compile, vous retirez ça, hein. Ça ne nous servira pas ici, hein. Donc c'est pas la peine de l'avoir, ça servira vraiment à rien. Bon voilà, bah écoutez, on a bien bossé. Maintenant, dans données, il nous manque deux choses très importantes. Je vous ai déjà dit, quand on ouvre le robot pour la toute première fois, on n'a aucune détection, rien, le robot n'a jamais travaillé, donc il n'y a aucun problème. Après, le robot va tourner, on va faire des opportunités, on va découvrir des opportunités, on va créer des détections, on va créer donc du coup des positions, et on aura ce groupe de données qui va vraiment lier les détections qui ont été faites avec tous les paramétrages, prix d'entrée, de sortie, take profit et autres, et le ticket en cours. Alors, je pourrais potentiellement uniquement gérer un tableau des tickets, puisque quand on va sur un ticket, ce ticket a les informations de take profit, de stop loss, de volume, il a toutes les infos, il a même beaucoup plus d'informations que ce que le robot a chez lui. Mais le robot, il contient ses informations à lui, c'est-à-dire que c'est le take profit et le stop loss que lui a créé lors de sa détection d'opportunité. C'est pas forcément ce que le ticket a en place. Par exemple, si vous créez un stop loss et que le courtier n'a pas accepté le stop loss, votre ticket n'aura pas de stop loss. Mais
Votre robot, lui, il l'a. Et on pourra avoir un système de protection qui vérifie si le stop loss est bien celui que le robot a défini pour le forcer ou le reforcer. Donc je garde mes informations du robot et le ticket qui va contenir tout le reste du ticket avec toutes les informations qui sont qui sont en vie sur le marché. Maintenant, le robot s'arrête, soit parce que vous l'arrêtez, ou parce qu'il s'arrête, tout simplement. Si on ne sauvegarde pas toutes ces données qui sont du robot, quand vous allez rallumer le robot n'aura plus aucune donnée. Il y aura des tickets, effectivement, avec potentiellement donc, le magic number associé, mais je vous rappelle que le magic number, il est unique pour le robot. Il n'est pas dédié à une stratégie. On aurait pu faire ça, mais là, il n'est pas dédié à une stratégie. Ça veut dire que votre robot, il va démarrer, il ne saura plus du tout ce qu'il a eu comme opportunité ou ce que lui a détecté. Il aura un groupe de tickets là, mais d'où ça vient, quand c'est, enfin, il ne sait pas. Et ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir travailler. Il ne va pas pouvoir nettoyer ses données, puisqu'il n'en a plus. Donc ça va être franchement le bordel. Donc on a deux fonctions à faire. Quand on ferme le robot, on va enregistrer tout le tableau dans un fichier. On va vraiment l'enregistrer. Et quand on ouvre le robot, on va relire toutes les données de ce fichier. Et du coup, on va vérifier. Par exemple, si vous avez un robot qui se coupe et que vous rallumez aussitôt, les positions sont toujours en place. Vous récupérez un tableau avec toutes vos détections et le lien vers ces tickets. Si à un moment donné, vous décidez de clôturer les positions, du coup, vous aurez toutes les informations. Si un ticket se ferme, vous aurez l'information et pourrez nettoyer vos données. Enfin, c'est comme si rien ne s'était passé. Si maintenant le robot se coupe, vous avez un certain temps avant qu'il se rallume. Il va récupérer toutes ces données. La première chose qu'il va faire, c'est scanner pour regarder si les positions sont présentes ou fermées. Et du coup, il va voir que les positions que lui avait ont disparu. Elles ont été clôturées en gain ou en perte. Et du coup, vous allez avoir tout un rapport de résultats sur les positions que votre robot avait ouvertes et qui maintenant, toutes les positions sont fermées. Donc, on aura tous ces résultats-là. Et donc, on va vraiment faire deux fonctions, une de lecture et une d'écriture. Bon allez, maintenant on va s'attaquer aux deux dernières fonctions qui ne sont pas les plus importantes, mais peut-être les plus compliquées. On va voir donc comment écrire l'ensemble des données dans un fichier et comment les relire évidemment derrière. On va commencer par l'écriture, parce que comme ça, on aura une base pour travailler après sur la lecture. Donc ce sont des fonctions privées, donc on remonte ici dans la partie privée, dans le prototypage, et ici, on va faire donc, tiens, juste avant ça, pourquoi pas, voilà, écrire fichier. Alors, il n'y a pas de paramètre d'entrée, pas de paramètre de sortie, c'est juste une fonction, on veut écrire. De toute façon, ce genre de fonction sera appelé quand on fermera le robot. Et quand on ferme le robot, s'il y a un attribut qui arrive à ce moment-là, trop tard, quelque part. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de retour d'erreur à faire. Donc maintenant qu'on a fait ça dans le prototypage, je descends, d'ailleurs je vais virer ça. Donc je descends dans la partie privée, tout en bas, tout en bas, tout en bas, ici, privé, indice avec détection, je le laisse là, et ici, hop, je fais écrit fichier. Donc pareil, la description est très très simple, on écrit les données de la stratégie dans un fichier. Alors il y a des données locales, je ne vais pas les mettre tout de suite, on va les remplir au fur et à mesure. Déjà, première chose à faire, on ne peut écrire dans un fichier que si la stratégie a été initiée, enfin, que si la classe a été initialisée. Donc déjà, première chose à faire, on vérifie, est-ce que le nom de la stratégie est vide? Si c'est vide, c'est même pas la peine d'aller plus loin, ça veut dire qu'elle n'a pas été initialisée. Et si elle n'a pas été initialisée, elle n'a pas été beaucoup renseignée. Ensuite, à partir de ce moment-là, on va partir d'un principe que le tableau existe. Alors il est peut-être vide, mais il est peut-être rempli. Donc, la chose à faire, c'est qu'on va ouvrir un fichier, mais pas n'importe comment. Rappelez-vous, quand on a fait les paramètres, on a géré des fichiers texte. Un fichier texte, c'est facile, on lit une ligne et c'est automatiquement ce qu'on appelle le descripteur qui lui va s'attendre à avoir un retour chariot. Et le retour chariot signifie que la ligne est finie et il nous fournit la ligne entière. Là, on ne va pas faire de la ligne, on ne va pas faire du texte. Ce fichier ne sera pas lisible parce que c'est des fichiers binaires. On va carrément enregistrer la structure, un groupe de données de la structure de la stratégie. Ce qui fait que ça peut être, on a des flottants, enfin des valeurs doubles, des valeurs entières, on peut avoir plein de choses qui ne sont pas forcément lisibles. Et je m'en fous quelque part, je ne veux pas que ce soit lisible.
j'ai aucun intérêt, moi, quand ce fichier est écrit, d'aller le relire derrière. Il faut même surtout pas que je le relise. Parce que si je le relis, je me connais, je vais être capable de le modifier, et vous aussi d'ailleurs. Donc non, on ne le fait pas. Donc là, je vais ouvrir un fichier binaire. Alors pour ça, on a donc toujours, on efface les erreurs résiduelles qu'il peut y avoir avant, et on fait ici un file open. Alors file open avec le nom du fichier qui a été créé lorsqu'on a fait le config, et puis on va écrire, donc là c'est des attributs que l'on peut donner, on va écrire dans le fichier et on va l'écrire au format binaire, pas au format texte. Ça, je vous montre le file open comme histoire de revoir. Donc là, j'ai dans référence MQL4 ou MQL5. Hein. Donc ça va directement dans le file open. Et vous voyez que ici, on a des flags. Et ces flags nous indiquent tout ce qu'on peut faire avec un fichier. Donc on peut l'ouvrir en lecture ou et en écriture. On peut faire un fichier binaire ou un fichier CSV, qui est un fichier texte. Hein. C'est juste avec des séparateurs. Un fichier texte évidemment. File ANSI, c'est parce qu'en fait c'est du codage sur un seul caractère. On a plusieurs types de codage. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo. On a plusieurs types de codage. On a le ANSI qui est classiquement la base en fait de tout ce qui était codage. Avant c'était sur 7 bits, maintenant c'est sur 8 bits. Et puis après on a d'autres trucs comme l'Unicode. L'Unicode d'ailleurs il le dit, hein, le ANSI c'est sur un seul octet. Byte, c'est octet, et ici c'est un double octet. Ça veut dire que c'est pour tous les caractères internationaux, par exemple. Et puis on peut aussi faire du partage de lecture, partage d'écriture. Ça devient vraiment technique. Franchement, je vois pas l'intérêt quand on est quand on est vraiment sur un robot ou sur un logiciel. On est solo devant l'écran. Je vois quelqu'un d'autre qui viendrait traficoter dedans. Et le file common, c'est parce qu'en fait, on a deux répertoires. On a un répertoire commun à toutes les versions enfin MetaTrader qui sont installées, et on a un répertoire qui est propre à la version qu'on utilise. Voilà, donc ça c'est juste pour indiquer qu'on veut l'écrire sur la partie commune ou sur la partie qui est dédiée à notre version MT4 ou MT5. Donc avec tous ces petits flags que l'on a, ben moi j'ai choisi, je veux écrire en binaire. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que là, j'ai enregistré ça dans le handle, dans une variable locale, d'ailleurs que j'ai pas encore créée. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut se passer que le handle, le fichier, ne s'ouvre pas. Voilà. Soit parce que le répertoire est protégé, parce que le nom est dégueulasse, parce que le disque est plein, enfin voilà, vous avez plein de malheureuses solutions pour justifier le fait que ça ne s'ouvre pas. Donc nous, on va déjà tester. On va vérifier le handle. Le handle, on va vérifier est-ce qu'il est invalide. Invalide, c'est une valeur par défaut qui est fournie par MetaTrader, Metacote, qui donne en fait une indication d'invalidité. Pareil, je vous montre ici, c'est marqué, voilà, valeur de retour. Si le fichier a été ouvert avec succès, la fonction retourne le handle, donc c'est un numéro unique, hein, pour le fichier, et sinon dans tous les autres cas on retourne le invalid handle. Et si on clique dessus, on voit que le invalid handle c'est -1. On aurait pu faire un truc genre si c'est inférieur à 0, à ce moment-là on dit que c'est une erreur. Moi j'utilise les constantes, comme ça je suis sûr que si jamais une version MetaTrader 5, 6, 7 arrive, bah, j'espère qu'ils vont pas tout changer. Alors bien sûr, si le fichier s'ouvre mal, bon, je fais un petit log quand même, histoire de vraiment informer le fait que bon, on n'a pas réussi à l'ouvrir. Et puis je retourne, puisque là, bah, à partir du moment que le fichier s'ouvre pas, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Et on arrive au moment important, parce que maintenant on a ouvert le fichier. Attendez, je vais vous le remettre si vous voulez recopier. Voilà. Donc là, on arrive à un instant où on a ouvert le fichier. On a un tableau et on va mettre ce tableau dans ce fichier. On va en profiter. Rappelez-vous comment fonctionne ce tableau. Ce tableau, dès que la stratégie voit une opportunité, il appelle notre classe qui ouvre un élément de données. Cet élément de données, soit il trouve un endroit pour le mettre dans des espaces vides, ou bien il en crée un nouveau. Si l'ordre s'est mal passé, par exemple si le courtier ne l'ouvre pas, ou s'il y a toutes les limites pour valider le fait qu'on puisse ouvrir ou non, à ce moment-là, cette zone-là de données, elle est mise à invalide. Ce qui fait que là, quand on fait le écrit fichier, on a un tableau qui a peut-être beaucoup de petits trous partout. Et on ne va pas enregistrer les trous, ça sert à rien. Donc on va en profiter
pour nettoyer et n'enregistrer que les valeurs, que les données qui ont vraiment une validité. Donc on va scanner tout le tableau, et dès qu'on voit qu'une donnée est valide, on la prend, on l'écrit. Donc quelles sont les données que je vais avoir besoin de manipuler? Premièrement, je vais avoir un indice qui va aller dans tout le tableau. Ok, ça on va le créer une variable locale tout à l'heure. J'ai aussi la possibilité, ce que je vais écrire dans le fichier, si jamais j'écris et que je vois une erreur, je veux bien sûr informer de quelle erreur est arrivée. Mais maintenant, imaginez un peu que le disque soit plein, par exemple, et vous avez, je sais pas moi, 50 positions ouvertes. Ça quand même, ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave. Vous risquez, si le disque est plein, d'avoir 50 messages d'erreur dans les logs. Ça va vite vous agacer. Donc en fait, moi, ce que je veux, c'est le premier. Je m'en fous quelque part des autres erreurs. Parce que s'il y a une erreur, il y a de fortes chances que les autres soient pareils. Donc je vais me mettre un petit booléen, un petit flag, qui va indiquer si j'ai une erreur ou pas. Par défaut, j'ai pas d'erreur, et dès que je trouve une erreur, je marque l'erreur et je dis j'ai une erreur. Et ce qui fait qu'avec ça, je ne vais pas avoir, enfin, je vais avoir le moyen de contrôler pour ne pas répéter X fois l'erreur. Et puis, un petit truc qui peut être sympa, je vais avoir un petit compteur. Je vais compter le nombre de groupes de données que j'enregistre sur le fichier. Comme ça, à la fin, je pourrai faire un petit log d'information qui me dira combien de positions quelque part j'ai sauvegardé à la fermeture du robot. Donc pour ça, bon, on va créer quelques variables locales. Donc, j'ai mon booléen pour détecter une erreur, j'ai bon, le handle on l'a déjà vu, l'indice pour scanner le tableau, et le petit compteur pour permettre de me rappeler combien j'ai écrit de données dans le fichier. Donc ensuite, on va créer donc la boucle. Alors la boucle, c'est là avant j'initialise pas d'erreur par défaut, et le compteur à 0. Après, vous connaissez le truc, vu qu'on a on a passé notre temps à scanner, donc il y a une boucle qui va de 0 jusqu'au maximum d'indices dans le tableau. Et là, comment je détecte qu'un élément est valide ou pas? Et bien en fait, simplement, si le numéro de détection est supérieur à 0, c'est que j'ai une détection qui est valide. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on a un effacement de données, on met tout le bloc à 0. Donc, numéro de détection, numéro de ticket, tout. Donc si c'est différent, c'est forcément que le groupe de données est valide. Et là, ben, j'ai plus qu'à faire mon effacement des données résiduelles, toujours pareil. Donc attention, c'est une écriture particulière. D'ailleurs, on va aller voir tous les moyens pour la gestion des fichiers. Voilà. Vous avez ici, à gauche, là, le file function. C'est-à-dire que c'est toutes les fonctions qui concernent la gestion des fichiers. Quelques-uns quand même. Donc vous avez bien sûr le file open, le file close évidemment, c'est les deux choses qu'on a vues. Vous voyez qu'on peut aussi tester si un fichier existe ou pas, on peut aussi copier un fichier, on peut le supprimer, on peut le déplacer, on peut vraiment manipuler les fichiers un peu comme on veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écriture dans le fichier. Donc là, vous voyez qu'on peut écrire un tableau, on peut écrire un double, écrire un float, écrire un entier, un long, une chaîne de caractères, une structure, voilà tout. Et puis bien sûr, le fil-write classique qui est pour le texte. Vous voyez qu'on a plein de solutions pour écrire dans le fichier. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas le file array? Bah oui, tant qu'à faire, le tableau existe, on fait un file array, une fois, boum, c'est fini, on n'en revient plus. Mais parce que je vais en profiter pour nettoyer. Rappelez-vous, si j'ai des groupes d'éléments qui sont vides, j'ai pas envie de me polluer la vie. C'est l'occasion rêvée pour faire le ménage. Donc je n'écris que les données qui me servent et qui servent aujourd'hui à quelque chose. Donc du coup, je vais faire une écriture d'une structure, et quand je lirai, bien sûr, je ferai le read structure qui est au-dessus, ici. Voilà. Alors c'est plus long, ok. C'est plus long parce qu'au lieu de faire une commande pour écrire le tableau, voire aussi une commande pour lire un tableau, je vais faire X commandes d'écriture. Mais je pense pas que vous allez vous en rendre compte, ça va très très vite. Donc, si on regarde le file write structure, on a trois paramètres. On a bien sûr le file handle, donc c'est l'identifiant du fichier là où on écrit. On a ici l'adresse, le void, ici, là, ce petit caractère là, ça montre bien l'adresse, c'est l'adresse de la structure qu'on veut écrire. Et le size, alors le size, je crois que si on le met pas, si la taille n'est pas spécifiée, à ce moment-là, c'est la plus grande par rapport à la structure. C'est-à-dire qu'il va prendre la taille de la structure tout bêtement. Parce on peut aussi s'amuser à faire des écritures partielles d'une structure, enfin,
ça devient un peu compliqué. Non, non, nous, on prend la structure, on l'écrit. Il y a une chose aussi qui va nous servir, c'est le retour. Voilà, ici, cette fonction va nous retourner une valeur. Et la valeur, c'est le nombre d'octets qui a été écrit dans le fichier. Moi, ce que je veux, c'est que la valeur totale d'écriture, ce soit la taille exacte de ma structure. Si jamais j'ai un écart, ça veut dire que j'ai une erreur. Donc du coup, ce que je fais mon file write évidemment, je passe le handle, je vais remonter sinon il y a ma tronche qui va vous gêner. Voilà, donc je passe le handle, je passe ici l'élément du tableau, donc la structure du tableau qui m'intéresse, et je compare. Si c'est différent de la taille de ma structure, là ça veut dire que j'ai vraiment eu un problème. Donc si c'est différent, moi je fais ça. Et si je n'ai pas encore détecté d'erreur, à ce moment-là, je fais mon log d'erreur. Là, c'est bien un code d'erreur. Et je récupère le get last error, c'est-à-dire que le code d'erreur que cette fonction a généré. Et bien sûr, j'indique que j'ai trouvé une erreur, ce qui m'évitera, si jamais ça recommence, que je raffiche encore une fois ce message. Je ne veux l'afficher qu'une seule fois. Ça, c'est dans le cas où ça se passe mal. Alors, on pourrait complexifier. Je pourrais aussi faire récupérer directement le get_last_error et n'afficher aussi que si ce get_last_error est différent de non-erreur. Voilà. Moi, je me suis uniquement focalisé sur le fait que ma quantité de données écrites n'est pas forcément bonne. Mais on peut faire un peu plus compliqué. Et par contre, si ça se passe bien, et ben à ce moment-là, je vais compter le nombre de données que j'ai écrit dans le fichier. Voilà, c'est tout ce que l'on fait pour l'écriture. Donc je scanne le tableau, tout ce que je trouve de valide, je l'écris. Et avant de finir, j'ai deux choses à faire. Un, je veux éventuellement, si j'ai des données que j'ai écrites, je veux le dire dans les logs. Donc là, je me fais un petit message. Je dis voilà, si le compteur est supérieur à 0, à ce moment-là, je fais une information où je redonne toujours le nom de la stratégie et je dis le nombre de données qui ont été sauvegardées. Et aussi une chose qui n'est pas des moindres, c'est tout bêtement de clôturer le fichier. N'oubliez pas, quand vous ouvrez un fichier, faites en sorte de toujours le fermer. Alors, cette fonction, moi je vais l'appeler quand je vais fermer le robot. Et quand on ferme un logiciel, tous les handles qui ont été ouverts sont fermés automatiquement. Donc on pourrait s'en passer, mais habituez-vous à faire propre quand même. Voilà, donc ça c'est la partie écriture. Vous voyez, il n'y a pas grand chose de compliqué. Et la lecture qui est derrière, c'est quasiment pareil, hein, sauf qu'au lieu de faire un write, on va faire un read. Alors justement, je vous dis que cette fonction d'écriture est faite à la clôture du robot. Et la clôture du robot, je vous rappelle que, on l'a vu dans le prototypage au tout début, on a la fonction fin ici. Et justement, c'est quand le robot, donc Darwin, va appeler le onDinit, qui est la fonction de metacode pour terminer un logiciel, c'est dans le onDinit où on va appeler fin. Et dans fin, c'est là où nous on va appeler écrit fichier. Comme ça, la boucle est bouclée. On a vraiment fait le truc complet, c'est-à-dire que le robot lui appelle les requêtes de fin, de terminaison des différentes classes, et c'est la classe qui se débrouille à fermer correctement son environnement. Donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à faire la lecture des données. Donc pour ça, je remonte ici et je fais lit fichier. Alors pareil que pour écrit fichier, on n'a pas de paramètres d'entrée, pas de paramètres de sortie, puisqu'en fait, on va juste faire une fonction de récupération. Et si jamais ça se passe mal, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Si le fichier, par exemple, est corrompu, s'il a été mal écrit, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, à part informer dans les logs. Et le robot partira avec aucune donnée mémorisée. Ça va pas forcément le gêner, hein. Allez, on retourne tout en bas dans la partie privée, et c'est ici. On va ajouter juste avant la fonction lit fichier. Donc là, on faisait l'écriture, ici, on fait la lecture. Alors vous allez voir que c'est quasiment pareil, je n'ai pas de compteur, puisque quelque part, le compteur, je l'ai par défaut, puisque ça fera la taille du tableau. Si mon tableau contient 3 données, j'aurai lu 3 données. Par contre, pour le reste, c'est pareil, donc les variables locales, ce sont les mêmes. La seule chose que je fais en plus, c'est que là, j'initialise déjà l'indice de détection, vous savez, qui est le numéro unique de détection de chaque opportunité. Par défaut, je le mets à 0. Que j'efface intégralement le tableau, comme ça on ne va pas être pollué, si jamais on appelait plusieurs fois les fichiers. Et après, ça revient pareil que ce qu'on a fait pour l'écriture.
On vérifie que la stratégie est bien initialisée, sinon on sort, c'est même pas la peine d'essayer. Là, on va quand même vérifier que le fichier existe, donc on va vérifier est-ce que le fichier existe, oui ou non. Si ça n'existe pas, on fait une information, c'est même pas un warning. Par exemple, si vous avez la première fois que vous lancez votre robot, le fichier n'a jamais été écrit, vous n'avez jamais lancé le robot. C'est pas un warning, c'est pas une erreur, c'est juste une information. Donc là, on informe que pour cette stratégie, le fichier est absent. Et bien sûr, après on sort, parce que là, on ne peut plus rien faire. Après avoir fait ça, on ouvre le fichier. Donc pareil, on efface toutes les erreurs résiduelles. On fait un file open. Cette fois-ci, il n'est pas en écriture, mais il est bien en lecture, et c'est bien un fichier binaire. Comme dans le fichier d'écriture, pareil, on va tester le handle. Si le handle est invalide à ce moment-là, on marque le code d'erreur, et puis on sort, puisque de toute façon, c'est pareil, on ne peut rien faire. Et là, on va faire une boucle. Alors, pour une fois, on ne fait pas un for avec une boucle for, puisqu'en fait, on ne connaît pas la fin. La fin va être plutôt dépendante du contenu du fichier. Donc, on va déjà initialiser la détection d'erreur. On la met à faux. On met notre indice à 0. Donc, l'indice, c'est bien là où on va écrire dans les données. Et on va faire une boucle while. While qui veut dire tant que. Donc, on va dire tant qu'on n'est pas à la fin du fichier, avec le petit point d'exclamation ici. Donc, tant qu'on n'est pas à la fin du fichier, eh ben, on va lire. Alors là, je vais faire quelque chose. C'est pas forcément la chose à faire. Je vous montre ce que j'ai fait. Par défaut, je crée ici un nouvel élément dans le tableau. Donc, je prends l'indice, je fais plus 1, donc au début, il est à 0, ce qui fait que je retaille le tableau avec un élément. Voilà, je crée un élément vide. Après, j'efface les erreurs résiduelles, et ici, je vais lire dans le fichier, donc dans le fichier handle ici, et je vais carrément remplir la structure à l'endroit que j'ai créé. Alors pourquoi c'est pas forcément ce qu'il faut faire? Parce que imaginons que ça se passe mal ici, justement, qu'on n'ait pas forcément la bonne taille, ou qu'il y a une erreur d'accès quelconque. J'ai créé un élément ici, mais il ne me sert à rien cet élément, puisqu'en fait, j'ai une mauvaise lecture. Donc moi, ce que je vous conseille, d'ailleurs, tiens, si vous le faites, dites-le en commentaire, parce que moi, c'est en relisant en fait, en faisant ça, en faisant la vidéo, je me rends compte que c'est une connerie. Moi, ce que j'aurais dû faire ici, je vous spoil un peu, ici, je mets un élément structure, stratégie. Voilà. Je la mets là. Et quand je vais lire, je lis la fameuse structure locale. Et si ça se passe bien, et uniquement si ça se passe bien, je recopie cette structure locale dans le tableau. Donc je crée l'élément dans le tableau et je transfère cet élément que j'ai lu du fichier. Là, si jamais j'ai une vraie erreur, je risque d'avoir des problèmes ici. Mais pour une fois, je ne vais pas le faire pour vous, je vais vous laisser travailler un peu, mais dites-le en commentaire, comme ça peut aider les autres. Donc là, si la taille est différente, c'est qu'on a un problème. Donc à ce moment-là, je vais tester par rapport à mon booléen d'erreur. Si j'ai jamais écrit une erreur sur le sujet ici de lecture, à ce moment-là, je fais mon log et j'indique que la prochaine fois, c'est pas la peine de refaire une erreur. Par contre, si tout se passe bien, écoutez, là, il n'y a pas de problème, on va passer à la donnée suivante. Rappelez-vous, on a un numéro de détection. Ce numéro, il est unique. Et il est toujours par rapport au plus grand, plus 1, à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité vue par la stratégie. Ici, je vais le mettre à jour, c'est-à-dire que je vais lire dans la donnée que j'ai lue du fichier, je vais lire le champ numéro détection, et s'il est supérieur à l'indice que j'ai mémorisé à ce moment-là, je le mets à jour. Comme ça, je prends vraiment le numéro d'indice de détection qui est le plus grand, et je sais qu'à la fin de ma lecture, j'aurai mon numéro qui sera à jour. Donc si j'ai une nouvelle opportunité, et que je fais évoluer ce numéro, il ne sera jamais en duplication avec un numéro qui existe déjà. Il sera toujours supérieur. Et maintenant que j'ai fait ça, à ce moment-là, je peux incrémenter mon indice de tableau, parce que là pour l'instant il était à 0 au début, voilà, il était ici à 0. Là je l'incrémente vu que j'ai correctement renseigné ma donnée. Et comme dans l'écriture, là c'est simple, si le pointeur dans mon tableau est différent de 0, ça veut dire que j'ai au moins lu une information. À ce moment-là, je peux faire un message qui dit pour cette stratégie, on a lu X données. Hop, je mets comme ça. Donc ensuite, ensuite on ferme le fichier, c'est fini. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Votre robot, il avait différentes positions ouvertes. Le robot avait différents trucs qu'il gérait. Et puis il a été arrêté. Il se rallume, il reprend donc toutes les données qu'il avait
mais il s'est peut-être passé des choses, peut-être que des positions sont parties, ont été fermées, tout ça. Donc là, c'est l'occasion rêvée de nettoyer les détections. Donc on va carrément appeler la fonction nettoie détection. L'avantage qu'il y a à faire ça, c'est qu'on sait qu'après avoir lu les données, on nettoie en plus le fichier, ce qui fait qu'on est cohérent, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la fonction de lecture. Alors, cette lecture, c'est une fonction qui est privée. Alors, donc du coup, je ne peux pas l'appeler de l'extérieur. Et bien en fait, c'est dans config. C'est dans config où on va lire le fichier. Donc je remonte dans config tout en haut. Il est où config? Il est là, config. Et bien avant la fin, quand tout est initialisé, à ce moment-là, je vais lire le fichier. Ça veut dire que là, vous avez quelque chose. Vous avez votre robot, il va appeler config au tout début et fin quand on termine le robot, quand on ferme le logiciel. Au début, on va lire le fichier, s'il existe, on charge les données, et après on nettoie et on travaille avec, et à la fin, on sauvegarde tout pour la prochaine mise en route. Avec ça, vous avez un robot qui ne perd rien. Il a toutes les données enregistrées pendant le fonctionnement, il a les données enregistrées dans un fichier, et après il les récupère. Là, vous avez un truc qui est correct. Donc comme je vous ai dit, attention, dans le lit fichier, il y a une possible erreur. Donc, je vous le remets ici. Quand on fait le read ici, si ça se passe mal là, on va avoir un problème. Donc je vous laisse corriger. Moi je vais le corriger de mon côté. Donc si vous téléchargez les fichiers sur mon site, bah, vous aurez la correction, petit vénard. Mais moi je vous laisse faire. Alors c'est pas critique. Franchement, c'est pas critique. Puisque rappelez-vous, on a notre système de surveillance régulièrement qui va vérifier si effectivement le numéro de ticket est bien cohérent. Et si on a mal lu une structure, il y a de fortes chances que l'information sera complètement erronée et donc ça sera effacé régulièrement. Donc c'est pas risqué, c'est pas une situation à risque. Et ben voilà, on y est arrivé. Épisode 28 est fini. Donc là, c'est la fête, hein, parce que la prochaine fois, c'est quoi? Ben, on attaque la strat. La stratégie. Oui. Alors c'est vrai qu'on a démarré la chaîne avec 75 personnes devant l'écran et maintenant on n'est plus que 20. Donc il y a eu pas mal de pertes, mais n'empêche que là, pour les gagnants, on attaque la stratégie la prochaine fois. Donc ouais, je déconne un peu. Mais n'empêche que on va vraiment enfin attaquer la stratégie dans les prochains épisodes. On a vu les données. Vous avez vu à peu près ce qu'on va manipuler. À savoir que ces données-là, on peut largement l'augmenter. On peut rajouter beaucoup d'informations. Le robot que je vous montre là, c'est un robot qui est assez technique, assez riche au niveau des fonctions, mais malgré tout, si on creuse un peu, on voit qu'il est très très simple. Parce que je ne veux pas non plus vous faire un robot très compliqué, sinon c'est pas 30 épisodes, c'est du 300 qu'on va avoir. Hein. Ouais, mais parce que ça peut vraiment devenir très très vite galère. N'empêche que d'ici la stratégie qui est bientôt, très bientôt, je vous propose de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un commentaire. 1, 2, 3, 4, c'est fait. Voilà. Si vous faites, c'est super sympa. Déjà pour la chaîne, puis moi, mon ego, il est très flatté. N'empêche que d'ici là, vous avez aussi un lien vers mon partenaire Darwinex 0 qui propose des réductions. En cliquant sur mon lien, vous avez des réductions sur votre abonnement, sur les premiers mois d'abonnement. Aussi bien sur le forfait, enfin sur le modèle mensuel, trimestriel et annuel. Je crois qu'il y a les trois là. Donc voilà, vous cliquez, vous avez des réductions dès le début. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, vous avez aussi sur mon site internet des indicateurs que j'ai créés, que je mets en ligne. Bon, si ça vous intéresse, si vous avez les vôtres, gardez-les, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi une formation pour ceux qui débutent dans le trading. Alors, je dis bien les débutants. Je suis trader particulier et dans cette formation, j'ai partagé mon expérience et tout ce que j'ai vécu quand j'ai découvert le trading. J'ai sorti les choses qui m'intéressent vraiment et qui sont vraiment utiles. Je parle pas en termes techniques parce que je suis pas trader professionnel, j'en ai rien à foutre de me vanter avec des mots techniques. Je balance pas les billets de banque non plus, hein, je cherche pas, il n'y a pas de problème. Vous avez deux endroits cette formation. Soit vous l'avez directement sur mon site, elle est chère. Pourquoi? Parce que pendant 1 heure, je vous propose 1 heure globalement de partage pour poser des questions et approfondir un ou deux sujets. Et vous avez la même formation sur Udemy. Et sur Udemy, j'ai pas mis le partage. Et c'est la même formation, exactement la même, avec tout plein de vidéos, des documents, plein de choses. Allez-y, c'est riche. Je me suis bien fait chier, donc allez-y. Voilà, et puis sinon, nous, on se voit très bientôt pour attaquer la stratégie. Faites gaffe sur les marchés si vous y êtes.
Et puis je crois que j'ai tout dit, donc il est temps de se quitter. Ciao!